Lors d'un séjour en Corse, j'ai pris le temps d'aller visiter les alignements mégalithiques les plus reconnus du sud de la Corse. J'ai été impressionné par la beauté des lieux. Mais j'en ai aussi profité pour regarder avec attention ces monuments et tenter d'en saisir le sens géométrique. Ce fut pour moi l'occasion d'une découverte surprenante et passionnante que je vous propose de découvrir. Sur ce plateau granitique isolé à 110 mètres d'altitude se trouve une centaine de mégalithes. De nombreux menhirs et un dolmen sont encore debout. Ces pierres dressées ont la particularité d'être taillées à l'image de guerriers. On distingue des visages qui ont résisté à l'érosion, des épées gravées à même la pierre. On ne peut pas dire si ces pierres étaient taillées ainsi lorsqu'elles furent installées en ligne. Oui, en ligne, car ces pierres ne sont pas disposées au hasard. Elles sont rassemblées en 3 groupes. On y découvre d'abord le dolmen de Fontanasia, puis les alignements de Renakju et enfin les alignements de Stantari. On ne sait pas grand-chose sur ces pierres, mais officiellement, il y aurait eu plusieurs périodes de construction, la plus ancienne étant estimée à 4300 ans avant notre ère. Il y a plus de 6300 ans. Puis, d'autres pierres auraient petit à petit complété, voire remplacé certaines pierres par des plus grandes durant les siècles qui ont suivi. Les travaux sur ces mégalithes pourraient avoir eu lieu jusqu'à 800 ans avant notre ère, d'après les estimations des archéologues. Les descriptions qui sont faites de ces monuments par les archéologues du 19e et 20e siècle font état d'un alignement orienté nord-sud pour les statues menhirs et à l'est pour le dolmen, mais sans en donner la mesure exacte. Il n'est pas non plus fait de rapprochement géométrique entre ces 3 sites qui sont distants de quelques centaines de mètres. On nous explique sur les panneaux à l'intention des touristes que les menhirs sont installés à la croisée des chemins, près des points d'eau, et pour des raisons commémoratives et symboliques. Mais il est également écrit que les raisons de ces constructions nous échappent. En nous appuyant sur les travaux de l'Association pour la connaissance et l'étude des mégalithes, l'ASEM, et notamment les ouvrages et conférences de Howard Crowhurst, nous avons pu découvrir que ces monuments de pierre étaient disposés avec une géométrie à couper le souffle. Tu as cet alignement-là qui est nord-sud parfait. Oui. Et puis avec le dolmen, tu as cette distance qui mesure racine de 10 fois 300. C'est ça, oui. Racine de 10 fois 100. Oui. Ça, c'est tout à fait étonnant. On voit le dolmen, on pose le point dans le coin de la dalle, on l'emmène sur la première pierre. Exactement. Et on a, alors, 316,2 mètres. Oui. Exactement la valeur de racine de 10 sur l'angle du tricaré. Donc ça, c'est parfait, quoi. Oui. La ligne qui rejoint le dolmen à la pierre le plus au nord, c'est l'axe des alignements de Karnak, quoi. Oui. Ouais. Ouais. C'est quand même très important. Ouais, c'est vrai. Parce que ça fait comprendre clairement que les bâtisseurs de ces mégalithes avaient la science des bâtisseurs de Karnak. Ouais. Commençons notre étude géométrique. Tout d'abord, nous avons pris soin de vérifier l'orientation nord-sud des alignements de Stantari avec Google Earth et Géoportail. Nous y avons trouvé la même mesure qu'avec notre boussole qui pointe vers le nord géographique lors de notre visite au printemps dernier. Il faut insister sur le nord géographique car il s'agit de l'axe de rotation de la Terre qui correspond au nord véritable, alors que les boussoles magnétiques indiquent un nord qui se déplace en permanence et qui n'est pas le nord physique du globe en mouvement. L'orientation de ces pierres est exactement nord-sud, avec une précision moderne d'alignement. Il s'agit d'une prouesse assez invraisemblable. Lors des fouilles entreprises au début des années 60 par Roger Grosjean, nous avons pu vérifier que les pierres qui étaient renversées avaient été relevées à l'emplacement exact où se trouvaient encore les pierres de calage qui servaient de fondation à ces menhirs. Mais à cette époque-là, les archéologues n'ont pas prêté attention à la précision de cette orientation. Trouver le nord véritable n'est pas une simple affaire. En effet, il ne suffit pas de regarder l'étoile polaire, car à l'époque supposée de la construction, elle n'indiquait pas le nord.
Il ne suffit pas non plus de regarder le soleil se lever, car il faut alors tenir compte de la latitude et de l'altitude de l'horizon. En effet, le plateau de Coria se trouve dans une cuvette granitique, si bien que des montagnes environnantes ne permettent pas de viser un point horizontal à l'horizon. Bref, trouver le nord véritable et les autres points cardinaux avec une telle précision n'est pas aussi simple qu'on le pense. Étudions maintenant la disposition des éléments entre eux. Par exemple, le dolmen de Funtanacia se trouve à 316 mètres très précisément de la pierre la plus au nord des alignements de Stantari que nous venons de voir. L'angle formé par cette droite de 316 mètres est de 18,43 degrés exactement par rapport à l'axe est-ouest. Cela ne vous dit rien? C'est normal. Pourtant, regardez ce qui va suivre. Cet angle de 18,43 degrés est exactement celui d'un rectangle dont le grand côté mesure 3 et le petit côté mesure 1, et dont la diagonale mesure 3,16. Vous commencez à comprendre? La ligne qui rejoint ces deux monuments permet de dégager la stratégie d'alignement de ces monuments. Les bâtisseurs ont disposé ces mégalithes suivant un plan de 3 carrés de 100 mètres, disposés côte à côte et alignés sur les points cardinaux au centième de degré près. C'est un exploit, mais aussi un véritable anachronisme, car cela suppose que les bâtisseurs utilisaient aussi l'unité métrique. Poursuivons notre étude géométrique. Regardons dans quelle direction pointe le dolmen de Funtanacia, car en effet, il est étonnant qu'il ne pointe pas vers les statues de pierre. Il semble viser autre chose, mais quoi? L'angle d'ouverture du dolmen est de 36,9 degrés vers le sud-est. Il n'est pas possible d'être plus précis, mais cet angle est certainement volontaire. En effet, il s'agit de toute évidence de l'angle d'un triangle rectangle de proportions 3, 4 et 5. Autrement dit, le premier triangle rectangle de Pythagore, dont l'angle est de 36,87 degrés et dont on retrouve de nombreux exemples sur les mégalithes de la Bretagne. Ici, le côté 4 vaut 300 mètres et se confond à nos 3 carrés de 100 mètres dont la diagonale pointe les statues menhirs de Stantari. Le côté 3 mesure 225 mètres, il pointe vers le sud, et le côté 5, qui mesure 375 mètres, est l'orientation du dolmen. Si on raisonne en nombre entier plus simple et compatible pour ces deux figures géométriques que sont le triple carré et le triangle rectangle, cela nous donne un triangle conçu avec des blocs unitaires de 25 mètres, soit 9, 12 et 15 modules de 25 mètres. Bref, un total de 36 modules de 25 mètres, évoquant peut-être les 360 degrés d'un cercle et la division d'un cercle en 360 parties. Ici, ce qui est intéressant, c'est aussi que l'angle de la diagonale du tricarré est exactement la moitié de l'angle du triangle 3, 4, 5. Les bâtisseurs semblaient en avoir conscience. Il nous reste un dernier élément dans ce complexe, l'alignement de Renagjou. Ces menhirs se trouvent à 400 mètres au sud des statues menhirs, mais aussi à 400 mètres au sud-est du dolmen de Funtanacia. Ces pierres sont aussi orientées nord-sud. Mais il n'est pas possible de retrouver le plan d'origine, les destructions ont été trop importantes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on trace une ligne qui part des alignements de Renagjou jusqu'au dolmen de Funtanacia, nous obtenons environ 400 mètres. Mais si nous prolongeons cette ligne, nous arrivons au bout de 4400 mètres aux alignements de Palagiu. Un autre site mégalithe dans le secteur, pour le moins étonnant, vous allez le voir. Il est normalement impossible de voir au loin l'autre site, car le relief ne permet pas de voir jusqu'à l'autre bout de cette ligne de 4400 mètres. Peut-être les bâtisseurs sont-ils montés sur une autre colline pour voir l'ensemble, mais il est alors plus difficile de réaliser l'alignement parfait que nous observons. Le complexe de Palagiu est étrange. Il est composé de centaines de menhirs alignés de façon presque jointive. De nombreux mégalithes ne sont plus debout, mais ceux qui restent en place permettent de saisir le plan d'ensemble. Il y avait 2 files de menhirs parallèles
et une autre file perpendiculaire plus courte. En effet, en mesurant l'espace entre les deux fils de menhir, j'ai trouvé 10 mètres, plus ou moins 20 cm selon l'épaisseur des menhirs. La longueur des fils est de 70,7 mètres. Or, si nous traçons au sol 7 carrés de 10 mètres par 10 mètres, et que nous les mettons les uns à côté des autres en prenant soin d'orienter les côtés sur les axes cardinaux, la diagonale de ce dessin sera alors exactement décalée de 8,13 degrés. Ici, les bâtisseurs ont utilisé la technique du septuple carré pour aligner les fils de menhir par rapport aux axes cardinaux avec une précision stupéfiante. Cet alignement est donc volontairement décalé de l'axe nord-sud pour suivre l'hypoténuse d'un triangle dont la longueur vaut 70,7 mètres, le grand côté 70 mètres et le petit côté 10 mètres. Pourquoi utiliser un septuple carré de 70 mètres ? Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais ce que nous savons, c'est que l'angle de diagonale d'un septuple carré additionné à l'angle de diagonale d'un tricarré est égal à 26,56 degrés, c'est-à-dire l'angle de diagonale d'un bicarré. Ou encore, l'angle du septuple carré plus l'angle d'un triangle 3, 4, 5 est égal à 45 degrés, la diagonale d'un carré. Ce n'est que bien plus tard que j'ai pris conscience que s'il y avait deux fils de menhir de 70,7 mètres, cela pouvait bien évoquer un nombre important, et ce nombre est 2 fois 0,707 égale 1,414 hectomètres. Il s'agit du nombre d'argent. Vous n'avez certainement pas entendu grand-chose à son sujet. On l'appelle ainsi parce qu'il a des propriétés qui ressemblent au nombre d'or. En effet, le nombre d'argent plus 1 a pour inverse le nombre d'argent moins 1. Ce nombre est utilisé dans la géométrie fractale. On retrouve ce type de géométrie dans la nature, par exemple dans les flocons de neige ou les arbres. Ces bâtisseurs étaient de très bons mathématiciens et géomètres, de très bons arpenteurs, de très bons géographes, mais cela nous a totalement échappé. Ils avaient bien compris ces rapports angulaires entre les différents carrés, et probablement beaucoup plus que cela. Les alignements mégalithiques du sud de la Corse sont parfaitement orientés sur les points cardinaux, dans un environnement où l'horizon n'est pas assez dégagé, et où il était difficile, voire impossible au vu de la précision, de s'orienter avec les levées de soleil et l'observation des étoiles. Et pourtant, ils ont réussi cette prouesse, mais pas seulement. Ils mesuraient les distances en mètres, et nous parlons d'alignements que les archéologues situent entre moins 4000 et moins 1200 ans. Comment pouvaient-ils connaître le mètre comme unité de mesure, le mètre qu'on nous a présenté comme le 10 millionième du quart de méridien de la Terre à la fin du XVIIIe siècle? Oui, le mètre était connu depuis très longtemps, et les bâtisseurs des pyramides d'Égypte connaissaient aussi le mètre. Par exemple, il ne peut pas être imputé au hasard le fait que le périmètre de la chambre haute de Khéops mesure 31,416 mètres, soit 10 fois le nombre pi en mètres. Ou encore que la hauteur de la pyramide moins la demi-base égale 31,416 mètres, encore 10 fois le nombre pi en mètres. Ou encore, le demi-périmètre moins la hauteur égale 314,16 mètres, soit 100 fois le nombre pi en mètres. De nombreuses autres preuves de ce style attestent l'existence de l'unité métrique en Égypte plusieurs millénaires avant son invention. Osons poursuivre notre enquête plus loin. Nous avons constaté lors de notre visite que les menhirs avaient été taillés pour en faire des rectangles. Certes, ils ne sont pas parfaits, l'érosion ayant pu faire son œuvre. Mais dans l'alignement de Renakjou, les deux plus belles pierres ont attiré notre attention. Nous les avons mesurées par simple curiosité.
j'ai constaté avec surprise que la plus grande hauteur est de 220 cm, plus ou moins 2 cm, et sa largeur est de 70 cm, plus ou moins 1. Cela m'a immédiatement fait penser à la fraction la plus évidente et simple, qui sert à approcher le nombre pi. 22 par 7 égale 3, 14, 28. Le menhir à côté, plus petit, mesure 1,62 m par 62 cm de large. Ici, j'ai immédiatement pensé à la pierre évoquant le nombre d'or et son inverse, 1,618 et 0,618. Se pourrait-il que les dimensions des pierres puissent aussi nous renseigner sur les intentions et les unités de mesure des bâtisseurs? Regardons par exemple le dolmen de Fontanacia. Les archéologues qui ont mesuré la pierre de couverture ont relevé 3,40 m par 2,90 m. Or, si on faisait entrer cette pierre dans un rectangle parfait, sa surface serait de 3,4 fois 2,9 égale 9,86 m². Or, 9,86 m², c'est exactement 3,14 au carré, c'est-à-dire pi au carré. Très étonnant. Ce sont des faits. Ils sont troublants car les approximations sont très proches et peuvent révéler non pas la perfection, car cela est impossible, mais la volonté des bâtisseurs et tailleurs de pierre. À propos du nombre pi, je me suis aperçu que la distance de 316 mètres entre le coin sud-ouest du dolmen et la pierre nord des alignements du Stantari était très proche de 314. Or, en prenant le centre de la pierre dont on connaît les dimensions, je me suis alors aperçu que la distance du centre de la table de pierre est de 314 mètres, et dont, je le rappelle, la surface vaut 3,14 par 3,14 mètres carrés. De telles coïncidences sont très amusantes, pour ne pas dire étonnantes. D'autant plus que l'intérieur de la chambre du dolmen mesure 1,60 m de large et 2,60 m de profondeur, évoquant peut-être encore les expressions du nombre d'or 1,618 et 2,618. On pourrait penser que la dimension de ces pierres n'est que pur hasard, mais peut-être que leurs apparences brutes nous induisent en erreur. Par exemple, je me suis rendu en Bretagne et j'ai pu trouver de la documentation sur un étrange dolmen. Le calvo du dolmen de Manet-Airwalk a été étudié et mesuré par René Gall en 1863. Ce dernier a noté avec rigueur sa découverte. Il écrira ceci. La crypte est rectangulaire, de 3 mètres par 4. Oui, vous avez bien entendu, 3 mètres par 4, ce qui implique que la diagonale est de 5 mètres. Ce dolmen est proportionné sur le plan de deux triangles de Pythagore 3, 4, 5. Mais ce n'est pas tout. Afin que les futurs découvreurs de ce monument comprennent bien, les bâtisseurs ont disposé dans la diagonale de ce dolmen des haches en jadéite, histoire de bien matérialiser l'importance de la diagonale. Et pour couronner le tout, cette diagonale du dolmen est orientée de 37 degrés par rapport à l'axe nord-sud, c'est-à-dire l'angle d'un triangle rectangle 3, 4, 5. C'est avec un angle de 37 degrés que le soleil se lève lors des solstices à cette latitude. Cet exemple illustre l'importance du triangle 3, 4, 5 en relation avec le soleil, mais en plus, il nous délivre une unité de mesure qui est ici encore le mètre. Et on parle de construction multimillénaire. Alors que je recherchais des informations sur la préhistoire de la Corse, je suis tombée sur un projet de valorisation des 3 principaux sites qui ont fait la préhistoire de la Corse. Il s'agit bien entendu de ce plateau de Coria, de la vallée de Cucuruzu, qui abrite de nombreux vestiges mégalithiques et d'habitations très anciens, mais aussi de la ville d'Aléria, qui est considérée par les spécialistes comme le point de départ de la préhistoire en Corse. Je gardais ces informations sous le coude. Puis je me suis posé la question de savoir vers quoi pointaient les différentes orientations du dolmen et de la ligne qui rejoint les statues menhirs. Je me doutais qu'il pouvait s'agir de visées solaires ou lunaires à des moments précis de l'année. Par intuition, je me suis demandé s'il ne serait pas judicieux d'inverser les angles de visée du triangle 3, 4, 5 qui part du dolmen. Au lieu de partir de 36,87 degrés vers le sud-est,
j'ai tracé une ligne orientée de 36,87 degrés vers le nord-est. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que cette ligne passait par la vallée où se trouvent les vestiges mégalithes du Cucuruzu, mais aussi de découvrir que cette ligne se terminait à Aleria, un des sites archéologiques majeurs de Corse. Je constatais également que cette ligne de 80,9 km passait par les aiguilles de Bavella, ces magnifiques montagnes qui ressemblent à des menhirs et qui sont une des plus belles attractions de la Corse pour les amateurs de randonnée. Les aiguilles de Bavella marquant exactement le centre de cette ligne, c'est-à-dire au bout de 40,5 km. Quant au site de Cucuruzu, il marquait le tiers de cet itinéraire, au bout de 27 km. Cucuruzu et les aiguilles de Bavella sont probablement d'anciens lieux sacrés pour les peuples qui vivaient là il y a très longtemps. À Aleria, les archéologues ont trouvé une chose étonnante. Une tombe avec un individu qui avait un crâne dolicocéphale, c'est-à-dire un crâne allongé. Cet individu avait été préalablement vidé de ses viscères comme lors des procédés de momification. Un crâne allongé comme au Pérou, ou plus proche de nous encore, comme sur l'île de Malte qui abrite des vestiges mégalithiques et où de nombreux crânes dolicocéphales ont été retrouvés. Si ce ne sont pas des Homo erectus, des Homo sapiens ou des hommes de Cro-Magnon, qui sont-ils? Pourquoi des peuples prenaient-ils la peine de déformer leur crâne? Qu'en attendaient-ils? Autant de questions sans réponse. Prosper Mérimée, lors de sa visite en 1840, fait également mention d'une enceinte plus ancienne que les vestiges romains et dont les dimensions rectangulaires sont de 30 par 40 mètres. Encore 2 triangles 3, 4, 5 pour former un rectangle? Est-ce un hasard? Ce n'est pas mon sentiment. Que ces 3 sites, qui sont des hauts lieux de la préhistoire en Corse, soient reliés par une ligne virtuelle orientée sur l'angle d'un triangle 3, 4, 5 me semble difficilement imputable au hasard. Et en prenant la mesure des distances, je constatais quelque chose d'étonnant qui allait transformer mon sentiment personnel en quelque chose de plus solide. En effet, la distance qui sépare le dolmen de Fontanaccia des vestiges d'Aleria est de 80,9 km. Or, cette distance correspond au côté qui vaut 5 unités de mon triangle 3, 4, 5. Et l'unité ici vaut 80,9 divisé par 5 égale 16,18 km. Il s'agit de la valeur du nombre d'or exprimé en dizaines de kilomètres. Je constate alors que la surface de ce triangle 3, 4, 5 vaut exactement 1570,8 km², soit la moitié de pi, et que l'hypoténuse de ce triangle qui mesure 80,9 km vaut aussi la moitié du nombre d'or exprimé en centaines de kilomètres. 80,9 fois 2 égale 161,8 km. Comment un tel concours de circonstances peut-il être imputable au hasard? Je viens de constater ici l'existence de l'unité métrique sur des monuments mégalithiques. S'agit-il du seul exemple? Certainement pas. En effet, prenons par exemple le site mégalithique le plus populaire et le plus connu au monde, Stonehenge. Ce cercle de pierre taillée est de forme circulaire. Il est fixé avec un système de tenons mortaise pour que les pierres s'emboîtent à la perfection et conservent leur position. Ce cercle a été mesuré par des géomètres et Howard Crowhurst rappelle qu'il présente un diamètre de 31,83 mètres, plus ou moins 18 mm. Or, un cercle de ce diamètre a un périmètre de très exactement 100 mètres. Il ne s'agit pas du seul cercle de pierre qui mesure exactement 100 mètres de circonférence. Quant à l'existence d'une géométrie qui utilise les triangles 3, 4, 5 ou les systèmes de carrés placés côte à côte, il est démontré qu'ils sont une réalité quasiment systématique en ce qui concerne les complexes mégalithiques. Ces principes sont des clés pour comprendre comment sont agencés la plupart des sites mégalithiques entre eux, avec une précision surprenante. Il n'existe à ce jour pas de théorie pour expliquer comment de telles organisations à grande échelle ont pu être réalisées avec une telle précision. Avons-nous affaire à des peuples qui, suite à des événements tragiques qui se seraient produits sur la Terre, ont tenté de nous laisser des indications sur leurs connaissances? Je n'ai pas encore de réponse à vous proposer, mais je ne peux que partager avec vous ces faits étonnants qui devraient nous interpeller sur l'histoire de l'humanité, dont on nous explique qu'elle est linéaire du singe jusqu'à l'homme moderne.
N'avons-nous pas une trop grande assurance dans ce modèle, une trop grande confiance dans la solidité de nos connaissances? Ne faisons-nous pas une erreur de jugement qui pourrait être fondamentale? Si par le passé des peuples ont atteint un tel niveau de connaissance et de compétence, pourquoi et comment ont-ils disparu il y a plusieurs milliers d'années? Pourquoi nous ont-ils laissé autant d'indices de leur connaissance? Qui étaient-ils? Que peuvent-ils nous apprendre? De toute évidence, il fut un temps où nos ancêtres considéraient que l'art, la connaissance et la nature ne faisaient qu'un. Merci, au revoir et à bientôt.